Troisième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Roger Bama, chercheur et responsable du groupe Afrique subsaharienne à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Simon Tedga, écrivain, directeur de collection et consultant en politique et stratégie de défense. Luc Mayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Sans plus tarder, le Zoom. 10 milliards de dollars, c'est le montant des investissements que devrait mobiliser la Guinée pour son secteur minier d'ici à 2025. Une performance pour le troisième producteur mondial de bauxite qui s'est lancé depuis 2011 dans une série de réformes visant à encadrer le secteur. Les précisions d'Ange Bijou Nomenio. Le secteur minier guinéen a affiché de meilleures performances au cours de la période 2011-2019. Selon les autorités, plus de 10 milliards de dollars de fonds d'investissement ont été mobilisés grâce aux réformes entreprises pour développer le secteur. Le gouvernement a jugé nécessaire de créer un code minier attractif qui crée un juste équilibre entre tous les intérêts des parties prenantes. Le code minier fut transparent par le respect des normes en ce qui concerne l'initiative de transparence dans les industries extractives, la lutte contre la corruption et puis d'autres réformes ont été aussi réalisées. Selon le Fonds monétaire international, les investissements pourraient atteindre 6,5 milliards de dollars d'ici 2020, portés par une hausse de la demande mondiale d'environ 5% par an à moyen terme. Le défi qui est à réaliser actuellement, c'est que nous exportons de la bauxite principalement, même s'il y a d'autres richesses. Mais il y a une dizaine de projets qui sont en cours pour que la bauxite soit transformée en alumine ici. Parce que la première usine d'alumine sur la terre africaine, ça se trouve en Guinée, à Fria. Donc on ne va plus se contenter uniquement de Fria, mais on va créer d'autres usines ailleurs, que ce soit à Bofa, à Boké, à Kindia, etc. La Guinée est le premier producteur de bauxite en Afrique et les volumes ont plus que doublé depuis 2017 pour atteindre environ 50 millions de tonnes grâce à une série d'investissements. Malgré la crise sociale qu'il connaît depuis quelques années, le secteur minier guinéen occupe une importante place dans l'économie du pays. Alors, les investissements ne manquent pas, mais Luc Mayou, le pays ne parvient toujours pas, malgré cette manne financière, à régler la question de la transformation. Comment expliquer ça ? Plusieurs choses peuvent être expliquées. C'est que quand on est dans une situation aussi catastrophique que celle de la Guinée, c'est difficile de voir en termes de points de croissance ce que cela rapporte au pays. Que ce soit sur le plan économique ou social, c'est très difficile que le panier de la ménagère ressente directement les avantages liés à la croissance et surtout à l'exploitation. La deuxième difficulté, c'est que malgré le fait que de l'argent soit produit, les systèmes d'économie extravertis des pays africains, de façon générale, font que l'argent profite plus aux grandes entreprises qui peuvent les rapatrier directement dans leur pays d'origine qu'aux pays dans lesquels ces richesses-là sont exploitées. Et donc, tout le génie des hommes politiques africains devrait consister à faire en sorte de ne plus exporter de façon brute ces minerais, mais de créer de la richesse autour, en faisant des écoles, en faisant des industries qui peuvent permettre une pré-transformation au minimum avant la vente sur le marché international, parce que, à la différence des autres économies qui sont capables de fixer leur prix, ou de l'OPEP par exemple qui fixe le prix du pétrole, il n'y a pas une organisation qui fait que ce sont les Africains sur le marché qui fixent leur prix. Et donc le cours est très fluctuant et il fluctue en faveur des clients, pas des producteurs. Donc il faut réparer cette injustice-là et après voir dans quelle proportion les chefs d'État africains eux-mêmes veulent que ces richesses-là demeurent sur le continent ou du moins profitent d'abord aux ressortissants de leur pays avant de profiter aux grandes entreprises et à la mondialisation. Simon Tedga. Ouais, je pense qu'il faut quasiment faire un petit tour en arrière et voir la Guinée de Sékou Touré. Vous savez qu'à l'époque, on exploitait déjà pas mal de bauxite. Et c'était transformé où? Au Cameroun. La Lucam transforme l'alumine qui vient de la Guinée. Donc ça, c'est la volonté de la France, en fait, à une certaine époque, puisque tout le monde sait que Sékou Touré leur a dit, leur a fermé les portes. Donc, cette bauxite-là aurait pu être transformée sur place. Elle est transformée au Cameroun, avec la Lucam. L'UQAM qui se porte mal aussi. Oui, et je crois que c'est un projet d'intégration économique du continent. Et oui, maintenant il faut le voir. Devrait prendre en compte
maintenant, il faut le voir comme ça, comme un projet d'intégration africaine. Mais à l'époque, c'était vraiment la décision de la France qui, a implanté à l'UQAM pour la transformation d'aluminium en aluminium, donc en fait, pour les tôles, pour tout ce qui est aluminium. Parce que sur le terrain des contrats, par exemple, je pense que, je voulais juste faire une parenthèse. Oui, non, il faudrait que les pays africains trouvent un moyen que la Banque africaine leur donne déjà de pouvoir discuter leurs contrats avec des spécialistes qui leur permettront d'échapper aux pièges qui leur sont tendus la plupart du temps par l'armada de juristes que les sociétés apportent souvent lorsqu'il est question de signer les contrats. Et nos États viennent dépourvus parce qu'ils n'ont pas la capacité juridique de pouvoir faire face à ces mastodontes-là. Et donc, la Banque africaine de développement actuellement met à la disposition des États des juristes pour pouvoir affronter cela. Mais très peu de pays font appel à ces spécialistes. Et le deuxième volet, c'est que la zone de libre-échange continentale qui est en train d'être mise sur pied devrait prendre en compte ce genre de situation aussi. Dire que seul, on est fragile, mais à plusieurs, on est plus solide. Et donc faire que les pays africains se fassent la courte échelle pour réussir à résister à la pression que leur mettent les grandes entreprises internationales. Alors moi, ce que je voulais dire sur cette matière première est très importante pour la Guinée. Il faut savoir que le PIB, le produit intérieur brut de la Guinée, c'est à peu près 10 milliards de dollars. C'est à peu près ça, hein. Ce qui est quasiment l'équivalent des investissements étrangers pour l'exploitation du secteur minier. Alors, quand on dit secteur minier, c'est véritablement la bauxite. Oui. Il y a de l'or, il y a pratiquement tout. La Guinée est très riche. La Guinée a des sources, toutes sortes de sources qu'on peut trouver dans un pays tropical ou équatorial, on trouve en Guinée. La Guinée, c'est la synthèse en termes vraiment de richesse en Afrique. On parle du Cameroun, de l'Afrique en miniature, mais j'ai trouvé une Guinée qui a énormément d'atouts. Alors, ce qu'il faut faire... C'est la RDC de l'Afrique de l'Ouest. Absolument. Ils ont tout, ils ont l'eau, ils ont tout. Ils ont tout. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de vendre ces matières premières. Il va falloir à un moment donné qu'on les transforme sur place. Ça va donner une plus-value et ça va aider les populations. Voilà. Oui, j'adhère totalement à leur approche et je voudrais juste ajouter que non seulement il faut faire la transformation locale, donc il faut tendre vers l'industrialisation, même avec des produits, comment dire, semi-fini, c'est-à-dire que la transformation limitée, mais en plus, je pense qu'il faut profiter de cette aubaine qu'apporte le secteur minier pour diversifier l'économie de la Guinée. Il y a des terres cultivables. Foutage à long. Voilà, le foutage à long. Je pense que c'est le moment. Quand on a beaucoup d'argent comme ça, c'est maintenant qu'il faut diversifier pour se mettre à l'abri des crises. Oui. Parce que demain, on ne sait peut-être pas, il y aura une crise de matières premières minières. Et donc, la Guinée risque encore de se retrouver dans des problèmes parce qu'elle n'a compté que sur une seule matière première. Donc, c'est le moment de diversifier l'économie de la Guinée. Et pour terminer, je voudrais ajouter que la Guinée, aujourd'hui, doit faire un effort au niveau de la CEDEAO pour voir comment elle peut participer à l'intégration régionale, c'est-à-dire que commercialiser avec les pays voisins, les pays de la région. Et c'est en cela que l'intégration régionale est très importante. Ça donne plus de facilité pour le développement des infrastructures et aussi ça permet plus facilement de faire circuler les personnes et les biens. Et donc voilà un peu les deux points sur lesquels je pourrais insister en ce qui concerne l'avenir économique de la Guinée. Simon Tedgar? Oui, alors moi j'ai visité la Guinée, je le disais tout à l'heure à mon compatriote qui est en face de moi, j'ai été vraiment surpris. Je crois qu'il faut être quelquefois positif. Je pense que ce que Alpha Condé a déjà fait
n'est pas si mal. Parce qu'il a pris un pays qui n'avait pratiquement rien, où on n'avait encore rien fait. Moi, j'ai trouvé là-bas qu'il y avait des routes qui étaient construites. Il y a pas mal d'endroits qui sont... À Conakry même, il y a des endroits qui sont vraiment très beaux. Et je pense qu'il faut continuer. Et surtout, on parle beaucoup de... Vous avez parlé de pas mal de choses, mais il ne faut pas oublier les services. Il faut développer le tourisme dans les pays comme la Guinée. Moi, j'ai été frappé par ce que j'ai vu. Il faut donc qu'ils développent, avec les matières qu'ils ont, avec tous ces atouts, faire en sorte que les gens viennent dans ce pays-là. Les gens n'y vont pas beaucoup. Mais je crois qu'au-delà de la bauxite, il y a aussi l'uranium, peut-être pas dans les mêmes proportions qu'au Niger, mais il y a quand même aussi l'uranium qui est une autre source. Il y a de l'or, il y a du diamant, il y a tout pratiquement, toutes ces matières-là existent là-bas. Mais c'est la bauxite qui tire, bon, il faut dire la vérité, c'est la bauxite qui tire la croissance économique qui est de 8%. Mais ce qu'il faut aussi, c'est être exigeant, c'est rester suffisamment exigeant pour que les dirigeants ne dorment pas sur leur laurier. Bien sûr qu'il faut saluer ce que le président Alpha Condé a fait jusqu'à présent, mais puisque ça reste insignifiant, il doit fournir davantage d'efforts. Et ceux qui viendront après lui devront encore faire plus, parce que c'est pour cette raison qu'on vote pour eux. Oui. On vote pour qu'ils réalisent l'impossible, pour qu'ils permettent aux gens de sortir de situations qui semblaient inextricables. Et donc, s'ils se couchent et s'endorment parce qu'ils vendent bien de la bauxite, je pense que c'est insuffisant. Non. De plus, aujourd'hui, après la COP 21, 22, 23, 24, on se rend quand même compte que l'Afrique, même si elle doit s'industrialiser, doit le faire de façon vertueuse, en protégeant son environnement. Et je ne suis pas certain que l'exploitation de ces minerais se fait dans le respect à la fois de l'environnement et des personnes qui sont autour. Donc toutes ces questions doivent être soulevées. Et je pense que même quand on parle de tourisme, il est important de contrôler. Je vais choisir un pays qui est très loin de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, le Rwanda. Il a commencé, après le génocide, à faire des choses qui ne permettaient pas qu'il y ait du tourisme. Et il a même été très sélectif dans le choix de ses touristes. Il a misé sur le tourisme haut de gamme qui permet d'avoir beaucoup d'argent en accueillant très peu de monde. Autour du cacao, autour du thé, autour des réserves naturelles. Et cela a permis d'attirer des capitaux qui ont permis de construire de belles infrastructures et donc de faire ruisseler tout cela sur les autres secteurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a ce besoin de diversifier, mais surtout de respecter l'environnement et de respecter les personnes qui vivent la responsabilité sociétale des entreprises en gros. Effectivement, au niveau de l'environnement, le code minier reste extrêmement flou là-dessus. Le code minier qui a été révisé en 2011, mais toujours ce flou autour de la protection des populations, Simon Tedgar. Oui, je pense qu'il faut, je suis tout à fait pour l'écologie, mais vous savez, l'écologie c'est très bon pour les pays développés, pour les pays qui se développent. On a du mal vraiment à suivre tous les canons de cette écologie. On peut être exigeant. Nous avons parlé de la taxe carbone. J'aimerais bien qu'elle soit appliquée. On peut effectivement appliquer la taxe carbone, mais je pense que dans une dynamique d'exploitation des matières qui font vivre un État, je crois que vraiment l'écologie n'est pas tout à fait une priorité. On s'est demandé... Je le regrette, mais c'est la réalité. On s'est demandé si on ne peut pas avoir une tension, mais parce que je veux dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que vient de dire l'ami. Je pense qu'il ne faut pas être... négligent, c'est-à-dire il ne faut pas être moins exigeant vis-à-vis de l'environnement, même si on est pays africain. D'ailleurs, en matière de dégâts écologiques et environnementaux, c'est l'Afrique qui est la première victime, hein. Il faut le savoir. Bien sûr, la santé. Voilà, la santé, la nature, la destruction de la nature, les pollutions, et comme les sociétés qui sont là-bas, qui exploitent les matières premières, souvent ce sont des sociétés qui viennent de l'extérieur. Dans quelles conditions, dans quel respect des exigences écologiques ils font ces exploitations, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des contrôles qu'il faut? On ne sait pas. Qu'est-ce que les populations tirent directement comme profit? On ne sait pas très bien. Quels sont les nombres d'emplois qu'ils créent pour les populations locales? On ne sait pas. Donc, je pense que l'Afrique doit être beaucoup plus exigeante vis-à-vis des exigences écologiques. Et on ne doit pas attendre que l'Europe
ou bien au niveau de la COP 24, on puisse décider pour pouvoir agir. Nous avons en Afrique des pratiques traditionnelles d'une éthique environnementale, et bien, il faut les prendre en considération. Nous avons des conditions plutôt fragiles de la nature, et surtout suite aux exploitations de nos ressources naturelles. Donc, les États africains doivent être très exigeants, et c'est ce que je voulais dire, vis-à-vis comment dire, des critères écologiques. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Simplement, je dis que sur le terrain, je peux vous assurer que c'est très difficile à appliquer. La première chose, c'est qu'il faut être exigeant par rapport à l'environnement, mais la deuxième, c'est qu'il faut aussi être très exigeant sur la transparence par rapport aux industries extractives. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, même si les pays africains ont toutes ces richesses et qu'elles sont exploitées et qu'elles sont contentes que des entreprises viennent les exploiter, personne ne sait avec précision combien de tonnes sont exploitées et combien la clé de répartition reste favorable pour les États africains. Tout à fait. Je pense que sur ces deux tableaux-là, les États africains ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour que l'on atteigne le stade de l'équité. Absolument. Simon Tedga, alors tout à l'heure vous avez évoqué une croissance forte pour la Guinée, néanmoins une croissance mais sans emploi. Dans la région de Bokeh par exemple où on exploite ces minerais, 70% de la jeunesse est bah oui, on peut le déplorer. On peut le déplorer. Bah, c'est la croissance en Afrique, comme on dit souvent, c'est un mot, elle n'est pas inclusive. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la croissance, mais elle ne produit pas les effets attendus. Et la Guinée n'est pas une exception. Alors, il y a la croissance partout en Afrique. Prenez n'importe quel pays africain. Mais c'est beaucoup de théorie. Vous verrez qu'il y a de la croissance. Non, ce n'est pas seulement de la théorie. C'est non, elle est vraiment calculée, elle est établie. C'est la richesse. Non, c'est-à-dire, on a 100. C'est la richesse des riches. C'est pas la richesse de la population. C'est pas théorique. Moi, je dirais que ce n'est pas transparent. C'est difficile à contrôler. Voilà. Mais vraiment, non. C'est établi qu'il y a d'une année à l'autre, on s'est enrichi. Il n'y a pas de souci. Mais là, on parle de TVA. C'est-à-dire que ce sont les bénéfices des entreprises qu'on calcule et qui donnent l'impression que les pays se sont enrichis. Les pays ne se sont pas enrichis. Les entreprises qui ont investi ont gagné de l'argent. Mais les pays eux-mêmes, les populations, n'ont pas gagné d'argent. Je pense que les économistes font très bien la différence. Sinon, il n'y aurait pas l'indice de développement humain qui a été développé parce que le PIB n'était plus très pertinent pour mesurer la richesse. Non, l'indice de développement humain, c'est pour mesurer en réalité le développement réel de la personne. C'est-à-dire son niveau de vie, la santé, l'espérance de vie. C'est ça, ce sont ces critères-là. Mais pour l'économie réelle, l'économie, c'est la richesse. C'était un exemple très très simple. Vous avez un pays comme le Gabon qui va découvrir un gisement en 2020. Il sera plus riche en 2020 qu'il a été en 2019 parce qu'il a découvert un gisement. Ça, c'est sur le plan nominal. Oui, et malheureusement, la ça. fatalité, c'est que ça reste nominal. Voilà. Ça ne rejaillit pas. Ça ne rejaillit pas forcément sur la population, mais la richesse, elle est là. Oui, mais il n'y a pas de ruissellement. Et à partir du ça ne ruisselle pas. Mais on est bien d'accord. La pauvreté reste. Oui, on est bien d'accord. C'est pour ça que l'Afrique reste aujourd'hui le continent où il y a une croissance moins reculée, malgré les taux de croissance. Les taux de croissance ne vont pas aux populations. On est d'accord. Tu as dit que la croissance n'est pas inclusive. Elle n'est pas inclusive, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte. Ça ne transparaît pas dans l'assiette de la ménagère. Absolument pas. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Roger Bama. Je rappelle que vous êtes chercheur et responsable du groupe Afrique subsaharienne à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci à vous également, Luc Mayou. Je rappelle que vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Merci à vous également, Simon Tedga, directeur de collection et consultant politique et stratégie de défense. Et merci à vous, bien sûr, de les avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain vendredi. Très belle soirée. Merci. Merci.